Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et j'espère que cette fois c'est la bonne. Je vous explique, ce n'est pas la première fois que je tourne cette vidéo, ce n'est pas la deuxième fois que je tourne cette vidéo, c'est la troisième fois. Alors je sais pas ce qui s'est passé mais c'est assez dingue, j'ai eu beaucoup de problèmes pour tourner une vidéo qui somme toute est plutôt cool à tourner. D'abord la première fois c'était flou et la deuxième fois le son était décalé par rapport à l'image, j'ai essayé de rattraper ça mais au bout d'un moment je me suis dit bon c'est du bricolage et c'est pas ce que j'ai l'habitude de faire. Donc j'ai laissé tomber et je me suis dit je vais reprendre ça à tête reposée et croiser les doigts pour que cette fois-ci ça se passe bien et donc je croise les doigts au moment où je suis en train de tourner pour ne pas avoir de mauvaises surprises au moment du visionnage et de l'exportation. Alors il est temps je pense que je revienne sur mon passage dans l'émission Je t'aime etc. J'ai différentes choses à vous dire dessus, je me suis dit que une vidéo débriefing de tout ça une fois que ça avait été diffusé pouvait être intéressante. Déjà je vais commencer par vous dire que je ne sais pas si vous vous souvenez mais il y a de ça quelques temps je vous avais dit qu'il y avait différents projets qui étaient prévus pour 2018 et j'avais vaguement mentionné ça parce que j'étais absolument pas certaine que ça allait se faire. Moi je dis toujours que tant que rien n'est fait on peut pas le crier non plus sur tous les toits parce que des imprévus ça arrive à tout le monde mais donc ça en faisait partie. Alors pour vous expliquer un petit peu la petite histoire, comment ça s'est passé, comment on m'a contacté, et bien tout simplement j'ai reçu un email d'une journaliste de France 2 qui me disait qu'il cherchait un couple dont l'un des deux était autiste Asperger et qu'ils avaient envie dans un petit reportage d'expliquer un petit peu comment leur couple marchait. Quand j'ai reçu le mail j'ai été déjà surprise parce que je me suis dit mais d'où ça sort, pourquoi est-ce qu'on me contacte, j'ai trouvé ça marrant, j'ai été amusée et puis je me suis dit c'est mignon tout ça mais je me vois pas à la télé parler de ma vie de couple. Pour moi c'était compliqué d'envisager ça. À la maison on n'a pas la télé. Donc on a une télévision, on a Netflix dessus mais on n'a pas les postes de télévision. Moi j'ai tendance à être très critique vis-à-vis des émissions de télé. Je trouve qu'il y a beaucoup d'émissions poubelles. Il y a beaucoup de choses très clichés. Voilà, moi je suis pas fan de la plupart des programmes qui sont diffusés. Maintenant, Daphné Burki, donc la présentatrice de l'émission Je t'aime etc. est une présentatrice que j'aime bien. Elle fait partie des rares personnes que je trouve vraiment sympa à la télé. Je la trouve spontanée, je la trouve naturelle, je la trouve vraiment sympa. Alors, on va dire que ça m'a un petit peu aidé à considérer la chose. Puis le deuxième point aussi, c'est que c'est une émission qui est sur France 2. Pour moi, France 2 est quand même, on va dire, gage d'une certaine qualité. On m'aurait proposé, je sais pas moi, un passage sur une autre chaîne qui fait par exemple que des émissions de télé-réalité. Je me serais dit, bon, je sais pas franchement si c'est la voie que je veux prendre. Donc on va dire que c'est resté un petit peu en suspens dans ma tête et je me suis posé beaucoup de questions. Alors je dois vous dire aussi que ce qui est marrant, c'est qu'après ça j'ai été contactée pour 2 autres émissions. Une qui n'a absolument rien à voir, c'est un peu une émission style un peu un dîner presque parfait mais façon dîner de Noël avec Valérie Damido et je me suis dit oh là là c'est bien gentil mais c'est absolument pas mon truc, inviter des gens chez moi et me faire critiquer, ouh là là là, et puis moi critiquer les autres, non mais non c'est pas pour moi. Et j'ai eu la proposition pour une deuxième émission qui est présentée par Faustine Bollard concernant les phobies sociales. Et là c'était une venue en plateau. Honnêtement je me sentais pas de venir en plateau. En plus ça c'était au niveau du timing c'était super proche. Les dates me convenaient absolument pas et je me suis dit bon vous êtes gentils, vous me contactez tous en même temps on va y aller mollo. Donc voilà, donc j'ai commencé à discuter en fait avec la journaliste qui s'appelle Aline. De fil en aiguille on va dire que le courant est très bien passé et que ça a beaucoup joué parce que je me sentais à l'aise avec elle, parce qu'elle a commencé à nous poser des questions. On a discuté, on a partagé des souvenirs etc. Et c'était très agréable parce que on va dire qu'en même temps ça permet de faire un travail sur soi, une analyse de sa vie de couple finalement.
et de se rendre compte, bah dites donc, au bout de 12 ans, il s'en est passé des choses et on a traversé ensemble plein de choses, on a grandi ensemble et toute cette partie-là était vachement cool. Après, j'ai commencé à me dire, bon, moi ce que je raconte à Aline, à travers des questionnaires, des échanges de mails, etc., je me sens pas forcément capable de le dire à la télé devant tu sais combien de milliers de personnes qui regarderont cette émission. Il y a des choses qui sont très intimes, c'est sympa à raconter à quelqu'un, tiens il m'est arrivé une petite anecdote, etc. Maintenant le dévoiler à tout le monde c'est vraiment autre chose. Et ce qui s'est passé c'est que quelques jours avant le tournage, j'ai fait machine arrière sur base du déroulement de l'émission, puisque elle m'avait envoyé en fait le déroulement du reportage. Elle m'avait dit voilà, comme ça va se passer ci, ça, on va parler de ci, on va parler de ça, donc je savais exactement ce qu'elle avait dit. Et quand j'ai vu le truc, je me suis dit c'est pas pour moi. C'est absolument pas ce que je veux donner à la télé. Il y avait d'une part le fait qu'il y avait des choses très personnelles, on va dire du style des je t'aime et des bisous bisous. Et moi ces choses-là pour moi c'est très privé, dans le sens où je suis quelqu'un de très affectueux. Dans le privé, vous allez pas voir sur mon Instagram des photos où Benjamin et moi on s'embrasse, on est très pudique par rapport à tout ça. C'est pas pour ça que c'est pas là, d'ailleurs je crois que vous voyez qu'on a beaucoup de complicité tous les deux. Mais pour nous, ça n'a pas besoin d'être étalé au grand jour, on n'a pas besoin de ça pour se montrer qu'on s'aime. Je pense qu'on depuis 12 ans, on se le montre assez dans notre quotidien. Donc il y avait toute cette partie-là que je trouvais beaucoup trop intime. Et puis il y avait un deuxième problème, c'était le fait que ma chaîne YouTube ne soit pas mise en avant. Et ça, pour moi, c'était vraiment très problématique parce qu'en gros on me disait qu'on risquait de pas pouvoir donner le nom de ma chaîne, de peut-être ne montrer qu'une ou deux images, pas grand chose. Or pour moi, comment dire, si c'est juste pour raconter notre histoire d'amour à la télé, j'y vois pas grand intérêt. Si c'est au contraire pour témoigner et dire voilà, quand un de ces deux est autiste, ben c'est pas grave, il y a tout à fait moyen de trouver un équilibre, il y a moyen d'avoir un couple qui marche, il y a moyen de s'épanouir, il y a moyen de progresser. Le témoignage est super, mais à côté de ça, moi je fais tout un travail sur ma chaîne YouTube et sur le blog aussi, mais d'une part de divertissement, mais aussi de vulgarisation. Je donne des trucs et astuces, j'explique comment ça se passe pour moi, j'ai permis des diagnostics, je donne des conseils, etc. Et pour moi c'était capital que les gens puissent retrouver ça, et s'ils en avaient pas la possibilité et que je disais gentiment que j'étais youtubeuse mais que j'avais pas le droit de dire le nom de ma chaîne ni rien, il y avait aucune chance que ces gens puissent me retrouver et obtenir l'aide dont ils auraient pu éventuellement avoir besoin. Donc il a fallu qu'on discute de tout ça, on a retiré le côté trop intime du reportage et on a rajouté des plans par rapport à mes vidéos, notamment sur l'autisme, mais mon travail en règle générale, et ça pour moi ça a tout changé. Après une journée de tournage, puisque ça s'est passé comme ça, c'était pratiquement une journée de tournage, ils étaient deux, donc le caméraman et la journaliste, donc c'était vraiment une toute petite équipe, ils sont venus filmer à la maison, ça s'est super bien passé, ils étaient super sympas. Franchement d'ailleurs si vous regardez cette vidéo et que vous passez par là, j'ai envie de vous dire à tous les deux un immense merci parce que vous avez été super. On avait quasi l'impression d'inviter des copains à la maison à manger et qu'on se faisait un petit film entre nous tout gentiment. On a beaucoup rigolé, c'était vraiment très très agréable. Moi au début je dois bien dire que j'étais très nerveuse. D'ailleurs on m'a dit qu'on voyait que je tremblais un petit peu. Bon, il faisait froid mais c'est vrai que le début, donc c'est-à-dire les plans en extérieur, j'avais l'estomac noué, c'était vraiment dur pour moi. Je me suis demandé si j'allais tenir toute la journée, si j'allais pas craquer, mais ça s'est très bien passé au fil de la journée. J'ai été en confiance et j'ai commencé à me détendre, donc ça c'était vraiment très très chouette. Et puis j'ai attendu la diffusion, on a attendu la diffusion avec impatience et avec stress aussi parce que on savait très bien que sur plusieurs heures de tournage, on allait garder que quelques minutes. Et quand on maîtrise pas ces choses-là, c'est normal de commencer à se dire bon il me demande ce qui va ressortir, est-ce qu'on va faire un montage qui n'est pas à mon avantage et qu'en fait on va essayer de me faire dire des choses que j'ai pas voulu dire. Bon, je me disais bien que ça allait pas se passer comme ça, mais j'avais tendance à un petit peu envisager le scénario catastrophe, ça me stressait un petit peu, j'avais peur aussi un petit peu des retombées, je me suis dit peut-être que je vais avoir énormément de critiques, voilà, on se pose beaucoup de questions malgré tout. Et la diffusion a eu lieu.
avec un peu de retard. C'est-à-dire qu'il était prévu pour un autre jour et puis j'ai attendu gentiment mon reportage et il n'est pas passé, donc j'ai dû attendre un petit peu plus. Donc le jour J est arrivé, là le reportage durait je pense 5 minutes, quelque chose comme ça. Et c'est marrant de se voir à la télé. On va pas se mentir, c'est pas la même chose que des vidéos YouTube. Moi j'ai beaucoup de mal à me regarder à la télé, je me trouve beaucoup de défauts physiques. Mais voilà, je trouvais ça sympa parce que je me suis dit, bah voilà, il y a pas tout, mais en même temps ça aurait été difficile de tout mettre. Maintenant il y a des choses essentielles qu'on a dites qui s'y retrouvent et c'est très fidèle à ce qui s'est passé. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qui s'est passé sur la journée. Et ça j'ai trouvé vraiment cool. Pour moi c'était vraiment important de mettre l'accent sur l'évolution possible. Et je trouve que ça c'est bien ressorti dans le sens où pour moi la partie tout ce qui est diagnostic, révélation, voilà, sur l'autisme, c'est pas une fin, c'est pas une condamnation mais vraiment un début. Et je trouvais que c'était plutôt bien ressorti dans le sens où on voyait que ça m'avait permis de comprendre des choses sur moi et surtout d'évoluer, de m'adapter davantage aux autres et à mon environnement et de trouver un certain épanouissement et de progresser sans cesse. Je trouvais aussi qu'il était bien mis en avant le fait que Benjamin me traitait comme quelqu'un de tout à fait normal, sans difficulté, et que ça aussi, ça faisait partie de ma progression et que c'était primordial de ne pas encourager un comportement, je vais dire, défaitiste ou de repli sur soi en essayant d'excuser des choses en disant à chaque fois bah, mais tu sais je suis autiste, mais tu sais je suis autiste. Voilà, le fait de dire bah écoute oui je conçois que tu le sois mais c'est pas forcément une excuse pour mal se comporter avec les autres. Alors ce que j'ai trouvé aussi intéressant c'était les réactions en plateau, puisque je découvrais les réactions en plateau et je trouvais ça marrant parce que je me souviens notamment qu'il y avait une réflexion qui avait été de dire ah bah tiens c'est marrant parce que cette jeune femme si on ne le sait pas comme ça sur base de son reportage on voit pas forcément qu'elle est autiste. Alors ça m'a fait sourire parce que je me suis dit d'une part ah ben c'est parce qu'elle me connaît pas suffisamment bien, parce que si elle vivait avec moi je crois qu'elle s'en apercevrait, mais je me suis dit c'est aussi la preuve de mon adaptation et de mon évolution. Je renvoie l'image de quelqu'un qui finalement semble, je vais pas dire normal parce que le terme est mal choisi, mais plutôt en confiance dans son environnement. Alors c'est pas totalement le cas, c'est-à-dire qu'il y a une part de façade où je me maîtrise énormément bien entendu, mais il y a aussi le fait qu'en effet il y a une énorme progression dans mon cheminement, et si on avait fait ce reportage il y a je sais pas moi 4-5 ans ça aurait sans doute pas donné la même chose, mais j'ai trouvé ça très intéressant parce que ça amène aussi à une autre question, c'est justement celle de l'errance du diagnostic, notamment dans l'autisme féminin, parce que finalement je m'en suis rendu compte, beaucoup de gens sont passés, je veux dire, entre les mailles du filet du diagnostic, n'ont pas été repérés en étant enfants parce qu'ils avaient bien entendu un autisme léger, et que donc comme ils ne présentent pas de retard intellectuel, de retard au niveau du langage, finalement ce sont des choses moins visibles, et il arrive qu'on attribue certaines difficultés à d'autres pathologies, du style ah mais tu sais tu es juste quelqu'un de très nerveux, tu manques de confiance en toi, tu as des phobies sociales, etc. J'ai trouvé ça intéressant parce que finalement l'autisme a été très peu étudié chez la femme, et on se rend compte que l'autisme féminin est très différent de l'autisme masculin, et que les tests qui ont été élaborés ont été faits vraiment pour les hommes au départ. D'ailleurs c'est marrant parce que j'ai lu qu'à une époque on pensait que l'autisme était quelque chose qui était vraiment masculin et absolument pas féminin, et je trouvais ça marrant de me dire bah évidemment, il n'y a que les hommes qui peuvent être autistes, hein, les femmes ne peuvent pas. Et je pense que ça n'aide pas aussi dans le diagnostic de faire des tests qui ne sont pas forcément adaptés à la femme. Et d'autre part, il y a une deuxième chose, c'est que les femmes sont particulièrement douées pour ce qu'on appelle le mimétisme. C'est-à-dire que c'est quelque chose que je fais très facilement. Par exemple, je suis dans une situation que je ne comprends pas. Je suis face à quelqu'un qui dit quelque chose que je n'ai pas compris, mais je vois les autres rigoler. Et comme je n'ai pas compris, mais que je me dis que certainement que rigoler c'est ce qu'il faut faire,
je rigole. Et donc c'est voilà, un exemple parmi tant d'autres. Je peux vous donner un exemple vraiment très concret. Je m'étais rendu compte en humanité que les filles dans un groupe de copines s'écrivaient des petits mots. Et je me suis dit, ah, mais ça doit être la recette pour se faire des copines. Je comprenais absolument rien aux relations sociales, hein, soit bien clair entre nous. Qu'est-ce que j'ai fait? À ces mêmes filles, j'ai écrit des petits mots en me disant, voilà, j'ai fait comme elles, hein, j'ai mis des couleurs, j'ai mis des petits cœurs et des trucs comme ça, et je leur ai donné en me disant, c'est comme ça qu'on fait pour se faire des copines. Ça a été un gros bide, hein, on va pas se mentir, mais je vous dis, encore une fois, c'était du mimétisme. Je ne comprenais pas ce qui faisait qu'elles étaient copines, mais je me disais que si je recopiais, si je faisais ce qu'on me disait de faire, ou ce que je pensais de manière analytique comprendre, eh bien ça marcherait. Et je pense que c'est ce qui fait aussi que ça cache le diagnostic. Et je pense aussi qu'il y a une deuxième chose qui peut cacher le diagnostic, c'est quand on est aussi diagnostiqué HP. Que ce soit bien clair, l'autisme léger ne va pas forcément de pair avec le fait d'avoir un quotient intellectuel élevé. Il se fait que c'est évidemment cinématographiquement parlant plus intéressant de parler des gens qui ont un quotient intellectuel élevé et que donc on va commencer à parler des Bill Gates, des Mark Zuckerberg et tout ça parce qu'on se dit waouh, être autiste léger c'est être Asperger avec un haut potentiel et donc c'est merveilleux. Évidemment ce n'est pas la majorité des cas. Il peut arriver soit qu'on ait un quotient intellectuel tout à fait normal, soit qu'on a un quotient intellectuel plus élevé que la moyenne et dans ce cas-là, malheureusement, il arrive qu'on diagnostique le haut potentiel et que donc on cache derrière ce haut potentiel toutes les caractéristiques. Ah, mais si elle s'entend pas avec les camarades de sa classe, c'est parce qu'ils n'ont pas les mêmes centres d'intérêt. Ah, mais tiens, s'ils ne se comprennent pas, c'est parce que elle n'a pas le même mécanisme, etc. Donc voilà, je pense que ça, par exemple, ça peut aussi poser des vrais problèmes dans le diagnostic. Alors je voulais vous parler évidemment un petit peu des retombées de cette émission. C'est que quand ça a été diffusé, déjà j'ai eu plein d'abonnés d'un coup. C'était très agréable, ça m'a fait très très plaisir, j'ai trouvé ça marrant de me dire oh, il y a des abonnés qui augmentent, ça me fait plaisir qu'il y ait plein de gens qui me suivent. Ça j'ai trouvé cool. Et surtout j'ai eu des gens qui m'ont écrit des messages très gentil, j'ai eu aussi des contacts. Alors évidemment tout ça c'est super parce que ça permet quoi? Que des gens d'une part comprennent chez eux des choses qu'ils ressentent mais n'arrivent pas forcément à exprimer et se disent ah bah tiens en fait oui c'est vraiment ce que je ressens, c'est vraiment, j'ai vraiment l'impression d'être ce que cette personne à la télé décrit mais en fait j'arrivais pas à mettre les mots dessus. Ça a permis aussi à des gens de pouvoir expliquer davantage à leur entourage ce qu'ils leur ressentaient parce que ça c'est pas facile aussi de faire comprendre à son entourage. Je veux dire, on va dire que tout le monde n'a pas la chance d'avoir un entourage aussi ouvert que le mien, parce que on va dire ce qui est, j'ai de la chance d'avoir un chéri aussi ouvert et qui comprend aussi bien les choses et qui fait preuve de la meilleure réaction qui soit pour m'aider. Je veux dire, tout le monde n'a pas forcément ça, c'est pas grave, c'est absolument pas un jugement, mais justement l'information permet d'aider d'une part la personne concernée mais aussi son entourage et donc ça a poussé des gens à se faire diagnostiquer aussi et donc je trouve tout ça évidemment super cool, ça me fait super plaisir parce que j'ai l'impression vraiment que ça sert à quelque chose et c'était vraiment le but. Alors je voudrais revenir juste sur un petit truc qui a été dit pendant le reportage parce que je suis pas totalement d'accord avec ce qui a été énoncé. Je pense que ça a besoin d'être reprécisé. Je ne sais plus qui a dit, c'est peut-être la psychologue qui a dit que c'était étonnant que je sois finalement détectée, diagnostiquée si tard, parce que la Belgique était très avancée en matière de diagnostic. Et là je vais vraiment revenir dessus parce que j'ai vraiment l'impression que c'est une idée reçue. C'est pas la première fois que j'entends ça et moi qui connais on va dire le terrain, la situation concrète, je peux vous dire que c'est pas aussi évident que ça. Je pense que c'est vrai peut-être pour les enfants, dans le sens où quand on est un enfant, il y a différents centres qui proposent des diagnostics, différents hôpitaux, différents spécialistes. Et ça, moi je suis tombée directement dessus. Il n'y avait pas de souci, tout comme les associations, etc. Le problème est que je ne suis plus une enfant et que quand on est adulte, le problème se corse complètement. Dans le sens où là, d'un coup, il n'y a plus, du côté Wallonie-Bruxelles, il n'y a plus plusieurs centres, il n'y en a plus qu'un seul. Il est à Mons
Et le problème de ce centre, c'est qu'il y a une liste d'attente d'environ 2 ans à présent pour avoir un diagnostic vraiment officiel, c'est-à-dire un diagnostic reconnu par l'État. C'est énorme d'attendre 2 ans pour ça, et quand on cherche des psychologues spécialisés en dehors de ça, ben, je dois bien dire qu'il n'y en a pas beaucoup. On va dire que sur la capitale, sur Bruxelles, moi j'en connais une qui a été formée donc par le SUSA à Mons, spécialisée en autisme. J'en connais une, je parle vraiment de diagnostiquer un trouble autistique adulte, hein. Je parle pas des enfants, pour les enfants il n'y a pas de souci, hein. J'ai trouvé dans les hôpitaux des spécialistes, mais je parle vraiment des adultes. J'ai envie de dire que c'est vraiment pas beaucoup. Alors je dis pas que c'est mieux en France, mais de ce que j'entends, puisque j'ai quand même des Français qui me suivent et qui me contactent, il y a évidemment, puisque le pays est plus grand, différents centres qui permettent de se faire diagnostiquer, et surtout il y a différents spécialistes malgré tout, et donc il y a des gens qui m'ont dit qu'ils avaient réussi à trouver un spécialiste, etc. Donc à ce niveau-là, la situation est franchement pas meilleure en Belgique, et il y a un deuxième problème, j'ai envie de dire, moi je témoigne toujours pour le cas d'un autisme léger. Je peux pas parler pour l'autisme lourd, je me permettrai pas d'ailleurs de donner des conseils parce qu'on n'est pas du tout dans les mêmes choses et on voit scientifiquement à quel point c'est très différent. Mais dans le cadre d'un autisme léger, c'est en plus de ça très difficile de le faire reconnaître comme handicap. Je n'aime pas ce terme et on m'a déjà critiqué pour avoir utilisé ce terme, mais c'est le terme qui est utilisé administrativement parlant. Je suis pas en train de dire que l'autisme est une maladie ou un handicap, je vous dis simplement que c'est administrativement parlant ce qu'on dit, voilà. Le problème dans le cadre d'un autisme léger, c'est que même si l'adulte a des difficultés, et je veux dire par exemple dans le monde du travail, ou des difficultés quotidiennes à maintenir des relations sociales, à avoir un environnement favorable, etc. Tout ça n'est pas reconnu par l'État. C'est marrant parce que j'en ai discuté récemment avec une psychologue vraiment spécialisée dans les troubles autistiques et qui me disait le problème c'est qu'une fois qu'on est ce qu'on appelle un autiste adapté, et ce que je suis. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a prouvé à la société le fait qu'on était capable par exemple de travailler, de s'adapter au cadre, même si c'était en étant tout le temps malade, même si c'est en ayant fait un burn-out, même si c'était difficile au point de pleurer, de s'enfermer dans les toilettes et de pleurer tellement c'était difficile, on a montré à la société qu'on s'était adapté et donc l'État ne reconnaît plus, on va dire, le diagnostic autistique à proprement parler. C'est-à-dire qu'il reste ce qu'on appelle les caractéristiques, mais voilà, l'État ne va pas fournir un papier disant que vous n'êtes pas capable de travailler ou vous avez besoin d'aménagement ou etc. Et ça je trouve vraiment vraiment dommage. Je pense vraiment très important de prendre en compte les difficultés, les particularités des gens, et je ne parle pas que d'autisme, hein, je parle de n'importe quel handicap ou maladie ou difficulté, peu importe, mais qu'on prenne en compte ces choses-là pour dire, bah voilà, en effet, vous n'êtes pas fait pour n'importe quoi, et en effet, ce genre de métier ne vous correspond absolument pas et risquerait même de vous mener à une dépression, un burn-out ou que sais-je. Nous vous proposons plutôt un éventail de possibilités, un encadrement ou des conditions adaptées au niveau du travail, j'imagine plus de télétravail par exemple. D'ailleurs, je trouve que c'est quelque chose qu'on devrait davantage proposer parce que, enfin, c'est à double tranchant en même temps, hein. Je pense que c'est très bien et en même temps, quand on bosse à la maison, on s'arrête jamais vraiment. Donc c'est un peu à double tranchant, mais pour, j'ai envie de dire, pour des autistes par exemple, bah, ça peut être un peu un cadre de travail idéal. Moi, en étant sur mon blog et sur ma chaîne, je bosse à la maison et c'est le paradis quoi. C'est pas comparable à si j'étais sur un plateau de bureau quoi, dans une grande entreprise avec, je sais pas moi, 600 personnes au même étage que moi. Enfin, c'était juste inenvisageable. Et donc, moi, c'est vraiment ça que j'aimerais, c'est que on prenne en compte, on reconnaisse les difficultés des gens, qu'on n'attribue pas ça à de la fainéantise ou de la faiblesse. Parce que c'est toujours ça, le problème c'est que c'est toujours associé à mais t'es une petite chochotte, tu veux même pas te forcer, etc. Moi je me suis forcée, hein. je me suis tellement forcée que j'en ai fait un burn-out, hein. Donc je veux dire, c'est pas parce que je suis chochotte, et pourtant je me suis culpabilisée, hein. Je me suis dit que j'étais moins forte que les autres, etc. Mais à un moment donné il faut arrêter. Moi j'aurais aimé, honnêtement, qu'on me dise... tu sais, t'es pas obligé d'accepter n'importe quoi comme travail, et on comprend que ça puisse être plus difficile pour toi, et il y a des possibilités, nous encadrons les gens de façon à ce qu'ils puissent s'épanouir.
Mais le problème, c'est que l'épanouissement ne fait pas partie des priorités de l'État. C'est bien dommage parce que je pense à l'inverse qu'on obtiendrait finalement des gens plus performants comme ça. S'ils étaient moins soumis à la pression, à l'obligation de performance, je pense que ça aiderait beaucoup de choses. Alors j'ai lu quelque chose de très intéressant et je vous le partage. Je vous raconte tout. J'ai lu notamment que finalement le parcours assez typique d'un autiste qui ne trouvait pas sa voie, c'était évidemment de tomber au chômage parce que pas reconnu comme personne invalide. Donc là je vous parle d'un autisme léger, pas d'un autisme lourd qui est, on va dire, plus facile à faire reconnaître, mais qui... Enfin, les autistes lourds sont pas mieux lotis parce que c'est pour se faire bourrer de médicaments, honnêtement je trouve pas ça forcément mieux. Donc ces gens se retrouvent finalement au chômage. Et puis au chômage, on leur propose des choses qui ne leur conviennent absolument pas, on leur fait des convocations ultra stressantes, on leur propose des boulots qui ne sont absolument pas adaptés, conclusion, ils ne se présentent pas. Comme ils ne se présentent pas, ils se font réveiller du chômage, et là ils tombent au CPS, donc avec le minimum pour vivre, et même là, il arrive qu'ils se fassent tout simplement rayer du CPS, puisque au CPS aussi, il faut montrer normalement une certaine coopération et l'envie de se réinsérer professionnellement. Et puis ces gens se retrouvent à la rue. Il arrive, je vais pas dire il est fréquent, mais il arrive donc de trouver simplement des gens autistes sans domicile fixe à la rue ou des autistes qui sont entretenus par leurs parents ou hébergés par des amis, etc. Et de lire ça, je me suis dit, c'est incroyablement triste en fait. C'est incroyablement triste parce que il suffirait de pas grand chose pour que ça se passe bien. Et d'ailleurs, d'après ce que je lis, les Américains l'ont plutôt bien compris. Ça y est, c'est qu'ils se sont rendus compte que les autistes avaient un potentiel, un vrai potentiel, et donc ils leur proposent des tâches dans lesquelles ils excellent, et apparemment les autistes ils trouvent leur compte aussi, donc c'est super, mais genre ils se sont dit, bah tiens, ces gens sont super efficaces pour certaines tâches, et c'est vrai, on peut être efficace pour certaines tâches. Moi par exemple j'ai une capacité de concentration à toute épreuve, et je suis capable de faire une répétition de petites tâches identiques de manière méticuleuse. Je pourrais être très intéressante dans certains domaines, j'en suis sûre. Et ils ont compris ça, ils les utilisent pour ces choses-là, ils leur mettent en place un cadre de travail qui est adapté à ça, et je pense notamment à la Silicon Valley où c'est plutôt connu qu'en effet il y a des autistes qui travaillent là-bas et qui sont visiblement plutôt épanouis. Donc voilà, je dis la Belgique et la France, vous devriez en prendre de la graine. Donc je reviens à mon truc de départ, donc non, le diagnostic, la guidance, l'aide en Belgique n'est pas merveilleuse, elle n'est pas suffisante dans le cadre d'un autisme d'adulte surtout. Bon et bien écoutez, je pense que je vous ai tout dit pour cette vidéo et j'ai déjà pas mal papoté. J'espère que ce reportage vous a plu, en tout cas j'espère que vous l'arrivez à regarder. Si jamais ce n'est pas le cas, je vous remets dans la description de la vidéo le petit lien vers la vidéo YouTube, puisque l'émission Je t'aime etc. a sa chaîne et qu'il y a donc possibilité de revoir la vidéo du reportage. N'hésitez pas donc à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à aller faire un petit tour sur mon blog. Donc si vous vous demandez ce qu'il y a dessus, c'est du lifestyle principalement, donc c'est à dire que je présente des créateurs, ça peut être du bois, ça peut être des bijoux, ça peut être des artistes intéressants. J'essaye de vous présenter des personnes qui ont vraiment un savoir-faire, des valeurs, qui ont des techniques que je trouve vraiment très très intéressantes. Donc voilà, je vous renvoie là-dessus si vous avez envie d'apprendre des choses et que vous avez envie de découvrir des personnes qui ont du talent surtout, et n'hésitez pas. N'oubliez pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux, de liker cette vidéo si ce n'est pas encore fait et de me rejoindre sur ma chaîne aussi si ce n'est pas encore fait. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.